Merci à Vladimir Lusbin de prendre la parole aujourd'hui sur la motorisation des portes et des portails. Vous êtes responsable technique du groupement Actibay et je vais vous laisser donc vous présenter et ainsi répondre à cette question. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, comme on vient de dire, je suis le responsable technique du groupement Actibay. Alors, qui on est? On est le syndicat professionnel des fabricants et installateurs de tout ce qui est porte, portail, d'où la conférence d'aujourd'hui, porte automatique piétonne et volet et store également. Donc, moi, je vais vous parler surtout de la motorisation des portails et des exigences réglementaires et techniques que vous avez à respecter quand vous motorisez les portails ou si vous fabriquez des portails motorisés, en fait. Alors, petit rappel réglementaire, ça va être la partie la plus douloureuse à vivre. Alors, il y a un grand principe qu'il faut prendre en compte quand on est fabricant ou installateur de portails. C'est qu'il y a deux réglementations qui s'appliquent. Il y a la première réglementation qui est européenne, qui concerne surtout le produit et sa fabrication. Donc c'est la réglementation qui s'applique aux fabricants des produits. Elle définit les exigences de performance, de sécurité, la solidité mécanique, la résistance au vent, la sécurité du produit aussi. Et pour une porte motorisée, de garage par exemple, ou un portail motorisé, c'est les mêmes législations européennes qui s'appliquent. Il y en a trois. Il y a le règlement européen des produits de construction, qui s'applique à tous les produits de construction. Si vous êtes sur un produit motorisé, que ce soit une porte de garage ou un portail, il y a la directive machine qui s'applique également. On considère qu'une porte motorisée ou un portail motorisé est une machine. Et finalement, le dernier morceau de législation qui est applicable, c'est la directive CEM, compatibilité électromagnétique. Alors, entre ces trois règlements et directives, vous avez à peu près 300 pages de texte avec les exigences, mais ce n'est pas la peine de parcourir tout parce que pour ce qui concerne les portes et portails, qu'ils soient manuels ou motorisés, vous avez une seule norme qui reprend au fait les exigences de la législation applicable à ces produits-là. C'est le N13241, bon, qui derrière renvoie à d'autres normes, mais ça c'est vraiment la norme chapeau qu'il faut avoir, qu'il faut connaître si vous travaillez dans le domaine du portail ou de la porte de garage. Voilà pour la législation européenne. Maintenant, en ce qui concerne la législation française, elle s'applique aux ouvrages, donc aux produits dans leur environnement, aux produits installés. Elle définit aussi des exigences de sécurité. Il y a des exigences sécurité produits. Pardon. On me dit à la régie de ne pas bouger, donc je vais rester immobile. Comme je disais, elle définit des exigences de sécurité pour certains produits, d'installation, de maintenance aussi. Et elle varie en fonction du lieu et du mode de commande. Vous avez une législation qui s'applique pour les bâtiments d'habitation, c'est le code de la construction et de l'habitation, et vous avez une autre législation qui s'applique aux lieux de travail et les établissements recevant du public. Donc c'est le code du travail et l'arrêté qui en découle. Donc voilà, je vous ai mis les articles de référence. Il y a certaines exigences franco-françaises qui influencent les produits. Par exemple, tout ce qui est marquage au sol pour les portes et les portails et le feu clignotant orange, c'est une exigence franco-française que vous retrouvez dans le code de la construction et le code du travail. C'est purement français. Vous allez en Espagne ou en Italie, vous ne verrez pas de marquage au sol ni de feu clignotant. Enfin, ça dépend des installations, parfois on les voit, mais on ne les retrouve pas dans la norme européenne qui s'applique aux produits, en fait, toutes ces exigences-là. Maintenant qu'on a vu ces différentes législations qui nous impactent, enfin, quelles sont les responsabilités? Pour les fabricants, il doit respecter la législation européenne, c'est lui qui fabrique le produit. Il appose un marquage CE sur le produit, ce qui atteste du respect de la législation européenne, en fait, pour le produit. Il établit le marquage CE, la déclaration des performances, toute la paperasse un peu administrative qui accompagne ces exigences de la norme européenne. Et il fournit des instructions d'installation au professionnel qui, lui, derrière, installe le produit. Quant à l'installateur, donc si vous êtes une entreprise de bâtiment, si vous travaillez dans la serrurerie, si vous êtes installateur de ces produits-là,
qu'est-ce que vous devez? Vous devez respecter la réglementation nationale sur les ouvrages. Donc, c'est vous qui devez connaître cette législation. C'est parfois à vous d'acheter les composants qui manquent. Par exemple, le feu clignotant, tout le monde ne le fournit pas, mais vous, en tant que l'installateur, vous le devez. Vous devez aussi faire une analyse de risque de l'environnement. Par exemple, tous les produits ne peuvent pas être utilisés dans tous les environnements. Donc, c'est à l'installateur de faire cette analyse-là. Et derrière, vous fournissez les instructions, vous formez votre client à l'utilisation de la porte, et ainsi de suite. Donc maintenant qu'on a vu l'ensemble de ces exigences législatives, on va vraiment attaquer le cœur du sujet, qui est la motorisation des portes et portails. Et là, il y a 3 cas qui se présentent, en fait. Les 2 premiers cas, c'est l'installation d'un produit complet, fourni en kit. Et là, j'ai envie de dire, c'est la situation la plus facile. Pardon. Vous êtes un serrurier, une entreprise de bâtiment, vous achetez un kit complet, la porte plus la motorisation, toutes les sécurités qui viennent avec. Vous n'avez rien à faire. Vous respectez les instructions d'installation du fabricant, vous êtes couvert pour tous les cas de figure. Donc c'est le cas le plus facile quand vous avez tout vraiment fourni en kit. Vous n'avez pas rien à faire, vous l'installez et c'est fini. Là où ça se complique, c'est ce qu'on appelle l'assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par assemblage? Pardon. Si, par exemple, vous fabriquez vous-même votre portail en atelier et que vous achetez une motorisation ailleurs à un motoriste, à un Somfy ou un BFT, ou etc., un fac, vous devenez fabricant d'un système complet, en fait. Même chose si vous achetez un portail manuel chez Doitran ou Cadieux ou un autre fabricant de portail et une motorisation à un motoriste et qu'ils n'ont jamais été testés ensemble, vous devenez un fabricant d'un système complet. Du coup, vous devez respecter la législation qui est applicable aux fabricants de ces systèmes-là. Donc, avec tout ce que cela implique, le remplissage des documents administratifs, la déclaration des performances, et l'étiquette CE, c'est vous qui devez la poser à la fin. Alors, heureusement, comment faire? On a d'autres ressources, je n'ai pas le temps de tout vous présenter, mais on a un webinaire sur comment marquer CE les portails quand vous êtes fabricant, y compris pour les cas que je viens d'évoquer. Donc, je m'attarde un peu sur ces slides, comme ça vous la prenez en photo, derrière vous passez via le QR code. C'est des documents qui sont accessibles à tout le monde. Et sur la droite, également au niveau du syndicat, on a établi tous les modèles de documents que vous devez remplir quand vous êtes fabricant. Vous n'avez plus qu'à remplir vos coordonnées, les quelques informations qu'on vous demande, et comme ça vous êtes en règle par rapport à ce qu'on vous demande. Parfois, si vous êtes sur un chantier, il y a les bureaux de contrôle qui vous demandent « je veux bien les déclarations de performance et le marquage CE ». Là, vous avez les modèles de documents, vous n'avez plus qu'à les remplir et les donner. Alors, quand vous êtes un fabricant, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cascading ou des essais en cascade? Jamais. Alors, c'est une facilité qui existe. En fait, généralement, quand vous achetez une motorisation à votre motoriste, il l'a déjà testé avec un portail générique. Du coup, il a les essais qu'il faut et les résultats des essais qu'il faut. Du coup, si le portail que vous installez ou que vous avez fabriqué, il correspond à peu près au portail générique qui a été testé par le motoriste, vous pouvez utiliser son PV d'essai pour faire votre déclaration de performance et de conformité. En fait, vous appuyez sur l'essai qui a déjà été fait par le motoriste pour faire votre propre déclaration de performance et apposer le marquage CE. Parce que dans les normes, on exige à ce que l'essai des efforts de poussée, c'est celui-là qui vous intéresse surtout, soit réalisé par un organisme indépendant agréé dans le cadre du règlement des produits de construction. Il y en a 2 en France, c'est le CSTB et le CETIM. Vous pouvez passer par un autre organisme européen, mais en France, il n'y en a que 2. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour le cascading, pour appliquer le principe de l'essai en cascade? Il faut que le motoriste ait réalisé l'essai sur un système complet, mais c'est toujours le cas. Généralement, le motoriste, que ce soit les facs ou les BFT, les Somfy, ils vont au CSTB, ils testent un portail générique avec toutes les sécurités, leur moteur. Du coup, comme ça, ils ont déjà testé un système complet. Deuxième condition à respecter,
votre portail doit avoir les mêmes caractéristiques, je pense notamment aux dimensions et au poids, que le portail qui a été testé par le motoriste. Ou au moins, il doit être dans les limites. Par exemple, si le motoriste a testé un portail qui fait 500 kg et que le vôtre, il en fait 450, c'est bon, qui fait le plus, peut le moins. Et dernière condition, c'est d'avoir un accord écrit du motoriste pour pouvoir utiliser son PVDC dans votre déclaration de performance. Et j'insiste là-dessus. Même si vous avez l'accord du motoriste et que vous avez son rapport d'essai, c'est à vous de refaire les déclarations de performance et apposer le marquage CE quand même. Ça vous facilite la vie, mais ça ne vous décharge pas de la responsabilité de faire tous ces documents-là. Voilà pour ce cas-là. Troisième cas et quatrième cas du coup aussi, qui sont les plus courants, j'ai envie de dire, c'est la motorisation des produits existants. Alors, quand vous avez déjà un portail qui est en place et que vous venez ajouter une motorisation dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas-là, on considère que, selon la directive machine, vous créez une nouvelle machine, en fait. Vous avez du coup un certain nombre de responsabilités, mais c'est beaucoup plus facile. Le portail il est déjà en place, vous le motorisez, vous créez une machine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une analyse de risque. Je vais vous montrer comment sur la slide d'après. Il faut rédiger une déclaration de conformité machine. C'est un tout petit document. Il est disponible dans les modèles de documents que vous avez vus il y a quelques slides auparavant. Il faut constituer un dossier machine. Là, c'est un peu plus compliqué. On vous demande un peu plus d'informations. Mais si vous avez les documents de votre motoriste qui sont fournis avec, ça va aller. Et finalement, la dernière chose à faire, c'est vraiment d'apposer les petites étiquettes CE. Pareil, vous trouverez un modèle dans les modèles de documents qu'on a vus auparavant. Et l'entreprise qui motorise le portail devient juridiquement responsable de cet ouvrage. Donc, c'est dans votre intérêt de bien faire l'analyse de risque, déjà de s'assurer que le produit est motorisable. Si vous voyez un portail vétuste qui ne tiendra visiblement pas la motorisation, n'y allez pas. En cas d'accident, c'est vous qui en serez responsable derrière. Et bien évidemment, quand on motorise un portail, on crée un produit soit automatique, soit semi-automatique. Du coup, il y a la législation nationale qui entre en jeu aussi. Par exemple, là, si vous êtes sur un lieu de travail et qu'il n'y a pas de marquage au sol sur un portail, vous le motorisez, il faut mettre le marquage au sol avec, parce que pour respecter la législation nationale sur ce sujet-là. Alors, ça, c'est un document pareil que vous retrouvez dans le guide et sur notre site et application en accès libre. C'est notre fiche de motorisation. On en a par produit. Donc, vous en avez pour des portails coulissants, portails battants, portes de garage, basculantes, etc. Et au fait, en remplissant cette fiche-là, ça vous permet de faire votre analyse de risque. Donc, vous suivez la trame. Première question, est-ce que le produit est motorisable? Oui, non. Parfois, l'opération, elle s'arrête là. Si le produit n'est pas motorisable, n'y allez pas. Basta, stop. Ensuite, vous avez un certain nombre de points à voir, notamment au niveau des zones de risque. Là, je vous ai mis l'exemple d'une porte basculante de garage. Donc, si jamais on motorise ce genre de produit, un produit manuel qui est déjà en place, qu'on décide de motoriser, vous avez ces zones à risque à protéger. Donc, le bord primaire, le bord arrière, les coulisses. Et pour savoir comment les protéger, normalement, vous avez les informations dans les normes européennes. Mais si vous n'avez pas le temps de les parcourir, c'est plus facile. C'est assez facile, en fait. Il faut au moins 2 dispositifs de sécurité à chaque fois. La barre palpeuse, les cellules de sécurité. Et si vous pouvez avoir un moteur avec limiteur de couple, c'est encore mieux. Pourquoi les moteurs avec les limiteurs de couple, il faut s'en méfier parfois. Ça dépend de l'installateur. Si l'installateur il dérègle le limiteur de couple, là, ça peut dépasser les efforts prescrits par la norme. Donc, il vaut mieux toujours avoir un dispositif de sécurité redondant, comme la barre palpeuse ou les cellules de sécurité qui vont avec. Donc voilà, pareil, toujours dans cette fiche-là, vous avez les efforts de pression à respecter pour votre produit sur le bord primaire.
Si vous avez, enfin, je vous conseille vivement d'investir dans cet appareil-là qui vous permet de mesurer les efforts de pression en fait sur site directement pour vos produits. Ça vaut 1 000 € et ça vous permettra en fait vraiment de respecter ces exigences-là. Surtout si vous êtes dans le résidentiel collectif ou sur les lieux de travail où vous risquez d'avoir un bureau de contrôle qui passe derrière et qui lui a ce dispositif-là. Et s'il contrôle, il voit que les efforts sont dépassés, ben là, ils vous rappelleront pour refaire les réglages, en fait. Toujours voilà, dans l'analyse de risque, c'est soit des cellules de sécurité plus une barre palpeuse, soit vous avez des dispositifs de sécurité, comme on appelle les dispositifs de type E. Ce sont les barrières immatérielles et tous les autres dispositifs de sécurité optoélectriques, donc des lasers, qui permettent d'empêcher tout contact entre le tablier et les personnes. Ça coûte très cher, on n'en a pas beaucoup sur le marché, c'est surtout dans le milieu industriel qu'on les utilise, mais ça se développe de plus en plus. Voilà, une fois que vous avez fait votre analyse de risque, vous avez protégé toutes les zones, sachant qu'il y a une logique à respecter si c'est possible. Soit on élimine le risque par la conception, donc vous pouvez mettre des capots de protection par exemple sur certaines zones, soit on le réduit avec les dispositifs de protection. Et en dernier recours, on peut avertir du risque qui est présent. Par exemple, si vous mettez des bandes jaunes et noires là où il y a les coulisses, ou par exemple là où il y a le bras de la porte, pour dire que attention, ceci est une zone dangereuse, voilà, vraiment, c'est à faire en dernier recours sur votre porte. Et toujours dans ce document-là, vous avez un petit rappel également des exigences pour l'installation des produits, les exigences nationales d'installation. L'éclairage au sol, le feu clignotant, le marquage au sol à mettre quand vous êtes sur des produits automatiques et semi-automatiques, sur les lieux de travail et pour les produits automatiques dans les zones résidentielles. La déclaration de conformité de la directive machine qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est tout simple. Vous avez la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, le nom et l'adresse de la personne qui a rédigé le document, la description de la machine, vous mettez une porte motorisée dans le résidentiel, c'est tout bon. Il faut une signature, comme quoi vous respectez la directive machine. Normalement, si vous avez fait l'analyse de risque, c'est que vous respectez toutes les exigences de la directive. Les références aux normes harmonisées applicables, EN 13241, c'est bon. Lieu, date et signature. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là où ça se complique, c'est le dossier technique machine. Vous avez un peu plus d'informations à fournir. Bon, la description générale de la machine, c'est assez facile. Le plan de l'ensemble, si vous l'avez, sinon bah, vous faites un dessin de ce que vous avez réalisé, la porte dans son environnement, et ça suffit. Si vous avez les documents de votre motoriste, c'est encore mieux, mettez-les dans le dossier machine. Vraiment, tout ce que vous avez comme document, mettez-les dans le dossier machine. L'analyse de risque, on vient de le voir, vous remplissez ça, c'est la partie vraiment essentielle. Tout le reste, c'est purement administratif, c'est vraiment l'analyse de risque qui est essentielle. Les normes et autres documents utilisés, pareil que la déclaration de conformité. Les rapports d'essai, d'où l'importance aussi d'avoir le rapport d'essai de votre motoriste. Il faut le joindre au dossier machine derrière. Mais bon, si vous en toute transparence, si vous motorisez un portail dans une maison individuelle, il y a peu de chances que le particulier vous demande tout ça. C'est essentiellement dans le résidentiel collectif et les lieux de travail que vous risquez d'avoir ces exigences-là. Et la déclaration de conformité. Et enfin, vous apposez le marquage CE avec votre nom, adresse de l'entreprise, désignation de la machine, etc. Une plaque CE machine, ça ressemble à ça. C'est tout bête. Vous pouvez avoir soit un sticker, soit une petite plaque métallique que vous apposez sur votre produit motorisé. Et là, vous avez rempli normalement l'ensemble des exigences. Dernier cas, c'est le remplacement et les modifications des portails motorisés qui sont déjà en place. Par exemple, si vous changez le moteur et que vous ne prenez pas le même, qu'il n'a pas les mêmes performances, je vous déconseille fortement de le faire parce qu'on considère que vous fabriquez une nouvelle machine, du coup, rebelote, on recommence tout. Pour savoir si on est concerné par ces exigences-là, si on modifie profondément la machine, en fait, il faut partir du principe, si vous modifiez ou si vous dégradez la sécurité ou si toute modification que vous apportez à votre produit motorisé nécessite l'ajout de protection supplémentaire,
on considère que c'est la modification de machine, il faut refaire la déclaration de performance, de conformité et tout ce qu'on vient de voir. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, prenez le moteur avec les mêmes performances. Si vous changez les cellules de sécurité ou la barre palpeuse, prenez-les soit chez le même fabricant, soit les produits qui ont des performances équivalentes. Sinon, on est dans la modification de machine avec tout ce que cela implique. Si vous avez du mal à dormir, il y a un guide de la Direction générale du travail qui a été rédigé sur la modification des machines qui s'applique à ces cas-là. Mais voilà, si vous devez retenir une chose, c'est modification de machine égale nouvelle machine avec tout ce qu'il y a derrière à refaire. Il nous reste encore 2 minutes 30. Si vous avez des questions, je suis preneur. N'hésitez pas surtout. Sinon, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, Vladimir? On peut me retrouver hall 6, allée H. Attendez, c'est marqué sur le badge. H6 038. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Et Je n'avais pas entendu parler d'un sujet, d'une directive qui devenait une réglementation ou... oui, la directive machine devient règlement machine, pardon. Pour ceux qui ont fait du droit européen, la différence entre règlement et directive, la directive elle est transposable par les États membres, donc chacun prend des dispositions comme il veut. Le règlement est automatiquement adopté à la lettre au niveau national. Et pour les portails et les portes, ce qui change en fait dans le règlement machine, c'est la prise en compte de tout ce qui est cybersécurité et les machines avec la possibilité d'auto-apprentissage. Bon, au niveau des capteurs de sécurité, on pourrait être concerné, surtout au niveau des capteurs un peu de type E qui empêchent tout contact avec la porte. Pour les autres aspects, on va être moyennement impacté par le changement entre directive et règlement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Eh bien, merci beaucoup. j'ai distribué le guide qu'on a fait sur le même sujet de la motorisation et vous avez en carton à la sortie de l'Agora. N'hésitez pas à vous en servir. On va les mettre à disposition auprès de nos hôtes et hôtesses. Merci beaucoup. Merci.